Bienvenue à tous, bienvenue à nos auditeurs pour notre podcast, 8e de la série, réalisé par MCG sur un sujet d'actualité, les cyberrisques dans le cadre d'opérations de M&A. Et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Tanguy Gavrois, expert entreprise chez CBC. Tanguy, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ta fonction et finalement par rapport au sujet où se situe ton expertise? Très bien. Alors, mon nom est Tanguy Gavrois, donc je suis expert entreprise à la CBC Banque, en charge de tout ce qui concerne la transmission d'entreprise, et ce depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, j'ai une expérience assez importante en transmission de société. Transmission voulant autant dire la transmission intrafamiliale. Vos enfants reprennent l'entreprise familiale. Ça, c'est une possibilité. Transmission aussi aux salariés. On voit ça de plus en plus. Donc, des salariés qui reprennent à quelques-uns l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et puis, s'il n'y a pas de solution interne ou familiale, alors c'est la cession externe, les fusions-acquisitions, comme on appelle dans le jargon du métier. Et donc là, c'est de retrouver un repreneur à l'extérieur qui va racheter la société et en devenir le propriétaire et le gestionnaire. Voilà. Et donc j'accompagne principalement des familles actionnaires d'entreprises dans tout le processus, la réflexion et la mise en place d'une cession de leur entreprise. Super. Moi-même, Grégory Mathias, fondateur d'MCG et consultant en cybersécurité et formateur MCG qui fêtera d'ailleurs ses 25 ans cette année. Je voudrais revenir sur le sujet à traiter, donc la cybersécurité et ce M&A, fusion-acquisition en français. Pourquoi est-ce que ce sujet mérite qu'on lui consacre un podcast et pour se rendre compte de l'importance de finalement de la situation en cybersécurité d'une entreprise dans le cadre d'une de ces opérations, je citerai deux exemples historiques. Le premier est celui de la société ASCO. ASCO, société belge, internationale d'ailleurs, mise en vente en 2018 et la valorisation de la société était à 650 millions de dollars. Malheureusement, ASCO se fait pirater avant de se faire racheter. Elle était en vente, mais elle se fait pirater. Et le coût du piratage, on est en train de parler de 20 millions d'euros et plus d'un mois d'arrêt intégral de production dans toutes ces usines. Et finalement, elle est revendue 3 ans après pour 420 millions de dollars. Donc, dans l'histoire, la perte de 230 millions, de 230 millions, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers de la valorisation qu'elle avait au départ. Le deuxième exemple historique est celui des hôtels Starwood qui ont été rachetés par la chaîne Marriott. Alors, Marriott rachète la chaîne Starwood, son concurrent en fait, pour agrandir son panel d'hôtels, en 2016. Et en 2018, elle constate que 500 millions d'informations de son système de réservation ont fuité. Et après analyse, investigation forensique, comme diraient les spécialistes en cyber, on se rend compte que les groupes de hackers avaient accès au système de réservation de Starwood depuis 2014, c'est-à-dire 2 ans avant l'acquisition par Marriott. Voilà pourquoi finalement on se retrouve ici avec deux exemples de situations où des sociétés ont été rachetées. Dans la première, finalement, la valorisation a chuté après qu'on ait constaté le piratage. Dans la deuxième, on l'a acheté pour une certaine valeur et on s'est rendu compte du piratage après. Par rapport à ce que moi je perçois aujourd'hui dans le monde de la cyber, je voulais souligner quelques éléments importants à partager avec toi, Tanguy. La première chose, certaines statistiques. Un rapport de 2017 mentionnait que dans 40% des organisations qui subissent un incident de sécurité, ils ont une perte de 20 à 100% de leur chiffre d'affaires. Donc, 40% des entreprises qui ont un incident majeur de cybersécurité perdent de 20 à 100% de leur chiffre d'affaires et de leur clientèle, évidemment, par la même conséquence. Ce qui est quand même assez interpellant.
Dans un rapport récent concernant la fuite de données qui a lieu en 2024, donc le rapport est de 2025, hein, donc tout récent, il est apparu en avril, on se rend compte qu'entre les tentatives que les cybercriminels font et le vol de données, hein, donc le fait qu'ils arrivent à exfiltrer des données, on arrive à un taux de succès de 55%. Donc dans 55% des cas, niveau international, tout secteur, toute taille confondue, quand un cybercriminel essaye de faire fuiter des données, il y arrive. Remarquons quand même qu'une année avant, hein, donc en 2023, le taux n'était que de 35%. Dans ce premier trimestre 2025, autre statistique, les attaques réussies au ransomware, hein, donc le rançon logiciel, ont augmenté de 126%. Donc, attaque réussie, connue, répertoriée. Et quatrième statistique, ce qu'on appelle, c'est assez technique, le web DDoS, donc les dénis de services distribués orientés web, donc des attaques d'une certaine complexité lorsqu'on publie des services orientés web, ce qui toute entreprise fait finalement aujourd'hui. Eh bien en 2024, ils ont augmenté de 548% par rapport à 2023. Ce sont quand même des constats alarmants qui arrivent finalement à dire la chose suivante. D'abord, tout le monde est à risque. Manifestement, ces risques se réalisent. Et donc, ça, c'est le côté plutôt cyber. Hein, c'est mon côté. Par contre, de ton côté, Tanguy, qu'est-ce que tu constates dans ces opérations de transmission et de fusion-acquisition lorsque tu es dans ces phases de valorisation qu'on appelle... Enfin, tu vas un peu plus expliquer ces différentes étapes, mais quels sont les éléments qu'on prend en considération concrètement? Oui, d'accord. D'abord, je rejoins ton constat, effectivement. Dans les banques, on a une vue assez globale du monde de l'entreprise et donc on côtoie beaucoup d'entreprises. Et c'est clair que depuis quelques années, la problématique de la cybersécurité se pose de plus en plus et on a pas mal de clients qui ont subi des attaques ou qui ont été pénalisés dans leur activité à cause de ces attaques. Donc ça devient une thématique importante et dans la transmission d'entreprise, on retrouve obligatoirement cette thématique dans le processus de transmission. Il faut savoir que qu'un acquéreur qui s'intéresse à une entreprise, au début, il reçoit un petit dossier qui présente l'activité de l'entreprise, qui présente les chiffres clés, l'organigramme de l'entreprise. Donc au début, il a peu d'informations. Il va d'abord regarder tout ce qui est business model. Est-ce que l'activité me convient? Est-ce que l'entreprise est bien positionnée sur son secteur? Est-ce que les bons choix d'investissement ont été faits? Donc ça, c'est vraiment la première approche d'un acquéreur. Mais pour qu'un acquéreur s'intéresse à une société et qu'on commence à discuter valorisation, prix de transaction et dépôt d'une offre éventuelle, l'acquéreur veut s'assurer que l'entreprise qu'il rachète est d'abord une bonne entreprise, mais aussi est une entreprise avec des risques qui sont mesurés. Et on voit de plus en plus, et moi sur 30 ans de carrière, j'ai vu cette évolution de façon importante, c'est que les acquéreurs au début se concentraient plutôt sur les aspects financiers, comptables de l'entreprise et sur les aspects juridiques et fiscaux principalement de la société pour limiter le risque qu'ils allaient prendre en rachetant la société. Et maintenant, on voit de plus en plus dans la phase qu'on appelle due diligence, qui est en fait une phase du processus de cession où l'acquéreur va, avec des conseillers propres, analyser en profondeur une entreprise pour éliminer tous les risques importants et avoir une bonne appréciation de la société qui la rachète. On voit de plus en plus d'autres éléments, autres que financiers et juridiques, qui s'invitent à la discussion. Et notamment, on a eu, il y a quelques années, l'aspect environnemental qui devient de plus en plus prégnant. Et donc, un acquéreur va vérifier qu'il n'y a pas de pollution de sol, qu'il n'y a pas de rejet néfaste pour l'environnement au niveau de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Et puis, on voit des parties du due diligence qui se concentrent vraiment sur des nouveaux thèmes, dont la cybersécurité. Donc, l'acquéreur veut vérifier que l'entreprise a pris en compte ce risque et a mis en place les mesures, tant au niveau de l'organisation que de la formation du personnel, pour limiter au maximum ce risque.
On voit comme nouveau thème donc la cybersécurité, comme on voit la durabilité aussi, qui est un élément de plus en plus important dans les phases d'audit. Élément aussi, depuis 2-3 ans, on voit toute la sensibilité aux matières premières, à l'évolution du prix de l'énergie au niveau d'une entreprise. Ce sont tous des éléments que va regarder l'acquéreur. Et donc, une société qui n'aurait pas pris à bras le corps la problématique de la cybersécurité ou qui subirait une attaque en cours de processus de vente, effectivement, ça aurait, à mon avis, deux conséquences. Une première, ça pourrait être de rajouter un point négatif dans la liste que fait l'acheteur de l'entreprise. Et donc, il pourrait se désintéresser de la société et ne plus être candidat à la reprise, ce qui perturbe le processus, bien évidemment. Et l'autre élément, c'est que au niveau valorisation, effectivement, l'acquéreur va pénaliser le vendeur potentiel en lui faisant une offre qui sera décotée pour tenir compte de ces risques non mesurés et non pris en compte par l'entreprise. Donc, ça a des conséquences sur l'attractivité et sur le prix de transaction de l'entreprise. OK. Alors, donc, ce que je comprends finalement, c'est que la problématique cyber, comme la problématique, on va dire, ESG, est intégrée finalement à l'intérieur de cette étape de valorisation et de due diligence, où on fait toute cette analyse. Par contre, je suis un peu inquiet et je voudrais te le partager parce que de mon expérience, j'ai souvent vu des patrons qui souhaitaient vendre leurs entreprises et pour cela, ils voulaient augmenter leur EBITDA. Hein, parce que finalement, la valorisation, c'est une des méthodes de valorisation, le EBITDA. Et pour augmenter le EBITDA, ils feraient le maximum les dépenses. Quand ils sont rentrés dans cette phase de dire je vais la vendre, on va limiter les dépenses, on va augmenter les EBITDA de façon à ce que la valeur soit la plus importante possible. Et donc, conséquence immédiate, on va diminuer les dépenses dans des secteurs qui pourraient être considérés comme ancillaires, comme la cybersécurité. Deuxième point qui m'inquiète un petit peu par rapport à ce que tu dis, c'est que quand je rencontre des PME, parce qu'on est quand même un pays de PME, parlons pas des grands comptes bien structurés, bien matures, parlons de nos PME bien belges, elles n'intègrent jamais la cybersécurité dans leur plan stratégique, ni même dans leur budget. Je vois bien ça. Donc, quand je parle dans leur plan stratégique, c'est-à-dire dans leur business model. Donc, je prends une société qui fait finalement de l'achat-vente et qui a un entrepôt. Elle sait que la location de l'entrepôt rentre dans son business model. Elle doit avoir la rotation de son stock. Tout ça, ce sont des choses qui rentrent dans son business model facile. Mais elle ne se rend pas compte dans quelle mesure est-ce que la cybersécurité rentre ou doit rentrer dans son business model. Et donc, elle ne l'intègre pas. Troisième point, rares sont les sociétés qui ont même une visibilité sur les attaques cyber qu'elles subissent. Elles n'ont ni les outils, ni les compétences, ni le budget, voire dans certains cas, même pas la volonté d'aller regarder. C'est le phénomène de l'autruche. On me dit, mais il ne nous est jamais rien arrivé. Donc ça, c'est ce que j'entends souvent dans les PME. Et alors, le quatrième point qui me semble aujourd'hui être un élément qui est aussi un game changer, comme on dirait en jargon anglo-saxon, c'est qu'il y a une contrainte réglementaire qui vient d'arriver, qui s'appelle le NIS 2, et qui vient changer la donne. Alors, le NIS 2, en résumé, nouvelle réglementation européenne, traduite en loi belge, d'application depuis octobre de l'année 2024, de l'année passée. Et elle dit en gros, secteur stratégique, taille d'entreprise assez grande, vous devez mettre en œuvre un ensemble de mesures de sécurité, de ce qu'on appelle les points de contrôle, basés sur ce qu'on appelle un framework qui a été décrit ici en Belgique par le CCB et qui s'appelle le Siphon, peu importe. On donne des catégorisations, on parle d'entreprises dites importantes ou essentielles, ce sont celles qui sont obligées de mettre en œuvre ce Siphon. Donc a priori, une PME n'est pas touché directement par le NIS. Mais à l'intérieur de cette nouvelle réglementation, de cette nouvelle loi, il y a la problématique de la gestion de la supply chain. Donc ces sociétés, prenons un exemple d'un secteur qui sont le secteur des soins de santé, des hôpitaux, ils doivent être NIS 2. Et ils ont un tas de fournisseurs. Et donc ces fournisseurs, ce sont souvent des PME. Et donc, évidemment, dans la gestion de leurs propres risques, ils sont obligés de poser la question à leurs fournisseurs, à cette supply chain, de comment ils mettent en œuvre des mesures de cybersécurité pour se protéger. C'est-à-dire,
Ce que je veux dire par là, c'est que si une PME aujourd'hui ne met pas en œuvre des éléments de cyber qui, quelque part, vont lui permettre de garder son marché, demain, elle perdra l'ensemble de ses clients s'ils font partie de NIS 2. Et je voudrais t'entendre par rapport à quelques retours d'expérience qui pourraient illustrer finalement cette problématique de cyber dans les opérations anonymes, bien sûr, que tu as eues dans ces 30 ans d'expérience. Comment est-ce que tu peux les partager avec nous? Mais c'est vrai, quand je t'entends dire effectivement la Belgique est un tissu de PME, ça c'est clair. Et effectivement, je ferai un peu le parallélisme de la cybersécurité avec le l'ESG. C'est que beaucoup de nos clients disent, moi je suis une petite entreprise, les criminels, les cybercriminels, ils ne savent pas que j'existe, donc je ne risque rien. Ils vont plutôt cibler les grosses sociétés, donc je peux rester caché, tranquille. Et en fait, on se rend compte que les attaques concernent aussi des petites entreprises de petite taille, peu connues. Donc, c'est vraiment une question importante et une thématique importante. Et alors, quand tu parlais de Nice 2, et je ferai le parallélisme avec un peu le l'ESG aussi, où beaucoup de nos clients disent oui, le l'ESG, la durabilité, c'est pour les grosses boîtes, les rapports carbone, c'est pour les grandes entreprises, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fournisseurs de ces grandes entreprises et que donc ils devront à terme, eux aussi, montrer patte blanche. Sinon, ils perdront leur contrat avec ces grands groupes. Vous êtes par exemple sous-traitant de Decathlon. Ben, si vous voulez continuer à travailler avec Decathlon, vous devrez montrer qu'effectivement vous êtes en règle avec l'ESG, que vous avez un empreinte carbone, que vous avez pris la problématique durabilité en charge. Et donc, personne n'est à l'abri. Et quand je vois, moi je me rappelle d'une opération, c'était l'année passée, où on était en phase de due diligence. Ça veut dire que l'acheteur avait fait une offre avec un prix de transaction subject to audit, comme on dit, donc soumis à un audit derrière. Et dans l'audit, il nous envoie la liste des points qu'il veut vérifier. Et il y avait des points comptables, financiers, juridiques, fiscaux, bien évidemment, mais il y avait aussi des points liés à la cybersécurité. Et notre client était absolument pas préparé à cette thématique-là. Et donc, dans l'audit, ça a été un des points rouges mentionné par les auditeurs. Et concrètement, mais ça a fait en sorte que l'acquéreur s'est retiré du processus, alors qu'il était déjà un peu lié par une lettre d'intention et donc un préaccord dans le processus. Donc, ça a des conséquences très importantes. Alors, il aurait pu peut-être, et ce qu'on nous, on a essayé d'obtenir, mais bon, on n'a pas eu, c'est que plutôt que de se retirer et qui décote un peu le prix de l'entreprise, le vendeur était a priori prêt à faire une décote. Mais en fait, ils ont préféré se retirer du processus, tout simplement. Et donc, ça a mis notre vendeur dans l'embarras parce que vous perdez l'acquéreur avec lequel vous avez signé un protocole d'accord et vous devez après réouvrir une négociation, aller retrouver les autres candidats. Et donc, en termes de prix de transaction et de rapport de force acheteur-vendeur, ben, vous êtes tout à fait défavorisé fortement dans le processus. Et c'est important, et je rebondis là-dessus, c'est que face à tous ces risques qui s'amoncellent dans les phases de due diligence, nous et d'autres qui sont acteurs dans la transmission d'entreprise, on plaide toujours pour une préparation à la transmission. Donc avant de vendre votre entreprise, vous devez préparer votre société. Est-ce que votre société est prête aujourd'hui à être transmise ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à corriger Alors, bien évidemment, on va regarder des éléments financiers, mais on regarde, par exemple, l'aspect cybersécurité. Et donc, nous, une entreprise qui n'aurait pas du tout été sensibilisée à ce point-là, on sait que ça va être un problème dans le processus. Et donc, on va dire à notre client vendeur potentiel, écoutez, il faut peut-être mettre en place une série de mesures, et puis vous lancerez le processus de vente dans 3 ou 6 mois. Vous serez beaucoup plus fort dans la discussion et vous ne serez pas soumis à ce diktat de l'acquéreur ou des acquéreurs potentiels qui peuvent jeter votre dossier s'ils estiment que vous n'avez pas rempli que toutes les cases à vérifier ne sont pas au vert et que vous avez un point rouge pour l'aspect cybersécurité ou pour l'aspect ESG ou pour l'aspect énergie, matières premières et autres. Donc c'est très important de préparer cet élément-là et d'intégrer l'aspect cyber dans cette préparation. Alors c'est assez nouveau, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, on en parlait quasi pas dans les processus. Maintenant, ça s'invite très tôt dans la discussion et très en amont d'un dépôt d'offres.
ces points sont vérifiés par l'acquéreur potentiel. Donc, si je te suis bien, la préparation est la clé du succès d'une opération. Oui. À tous les points, et certainement celui de la cyber, qui aujourd'hui, et c'est ce que j'entends, et ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais en tout cas est intégré dans les critères à un moment donné qui sont posés par l'acheteur. J'ai une question par rapport à ces éléments-là, parce que en 2018, au moment du RGPD, tu te souviens, nouvelle réglementation sur les données à caractère personnel et la sécurisation de ces données finalement. On a vu arriver quelque chose de tout nouveau dans le paysage, on va dire, des entreprises, ce sont les assurances cyber. Et à l'époque, on avait fait appel à moi, plusieurs sociétés, pour essayer de voir comment construire une assurance cyber. Et évidemment, qui dit une assurance, dit prime d'assurance, dit prime de risque. Et la question, c'était comment évaluer le risque. Et donc, j'avais essayé d'expliquer à ces assureurs que finalement, le seul bon moyen d'évaluer un risque, c'est de pouvoir faire un assessment, un audit plus ou moins profond, mais qui va donner une tendance finalement de où se situe ce risque. Hein. Finalement, c'est ça qu'on essaye de déterminer. Et à l'époque, ces assureurs m'ont dit que c'était impraticable. Pourquoi c'était impraticable? Parce qu'ils n'allaient jamais vendre des assurances cyber. Donc, résultat des courses, ils avaient géré leur risque en disant on lie la prime au chiffre d'affaires de l'entreprise et on borne la prime et puis voilà. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est que les risques s'est déclaré. Et les assurances ont dû payer. Et donc aujourd'hui, on se retrouve que pour décrocher une cyberassurance, il faut remplir tout un formulaire de self-assessment. Et donc, ma question, c'est aujourd'hui, dans cette phase de due diligence, où tu me dis finalement c'est là que va se concentrer l'analyse de différents risques, dont celui cyber, qu'est-ce qui se passe? On va faire un self-assessment, on va nommer un auditeur qui va auditer la cybersécurité, un spécialiste. Quelles sont réellement les démarches? Est-ce qu'elles sont suffisamment profondes? Parce que clairement, pour analyser la comptabilité, tu sais très bien comme moi ce qui va se passer. C'est qu'on va demander d'exporter tous les chiffres sur un ensemble d'années et on va commencer à les corréler. Tout à fait. Ouais. Donc, la cyber, on ne peut pas dire exporte-moi tous tes chiffres cyber parce que souvent les gens n'en ont pas déjà. Mais donc, la question, c'est est-ce qu'on va faire un audit? On va demander un self-assessment? Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors c'est clair que dans la phase d'audit où l'acquéreur veut se sécuriser sur une série de points, il va mandater, donc il va payer des experts. Alors ça peut être un expert comptable pour l'aspect audit comptable des bilans de la société, ça peut être un avocat ou un juriste pour checker les contrats, les assurances et les aspects juridiques de l'entreprise. Ce sera un avocat fiscaliste pour les aspects fiscaux. Pour l'environnement, il va mandater des sociétés de conseil en environnement pour faire des carottages de sol, pour faire des analyses et autres. Et l'acquéreur, il est prêt à le faire parce qu'il a l'exclusivité de négociation. Il a signé un protocole d'accord avec le vendeur. Donc, il est sûr d'être le seul sur le processus. Et donc, il veut bien à ce moment-là engager des frais parce qu'il est sûr que l'acquéreur n'est pas en train de négocier par la bande avec un autre acheteur. Donc ça, c'est positif. Et pour l'aspect cyber, comme pour l'aspect RSE, par exemple, ou risque énergétique, sensibilité au prix de l'énergie, par exemple, on ne voit pas encore vraiment d'experts externes qu'on amène, comme on amènerait son avocat, son expert comptable. C'est plutôt l'acquéreur lui-même avec son directeur financier ou son directeur des risques, si c'est un acquéreur stratégique dans une société. Mais si c'est un privé particulier, il va essayer d'analyser ça lui-même en demandant aux dirigeants, effectivement, tiens, et Life Cyber, c'est quoi votre fragilité? Est-ce que vous avez prévu des choses? Alors peut-être que pour les plus grandes transactions internationales et autres, là peut-être que les acquéreurs font appel à des spécialistes pointus qui vont auditer juste l'aspect cybersécurité en partant des données du client vendeur, et s'il n'y en a pas, ils vont eux-mêmes faire l'assessment de ce risque. Au niveau des PME, on ne voit pas encore ça. Ça commence tout doucement, mais quand l'acquéreur fait son due diligence,
il a son avocat juridique et il a son expert comptable ou son réviseur pour l'aspect chiffres. Le reste, il dit, ben, je vais le faire moi-même. Voilà. Et donc, c'est pas fait de façon très professionnelle, je pense. Euh, et alors, l'acquéreur va essayer de se dédouaner ou en tout cas de se sécuriser dans la convention de cession d'actions, qui est le document final que va signer l'acheteur et le vendeur pour transférer la propriété des parts en contrepartie du paiement du prix. Il y a toujours ce qu'on appelle les déclarations et garanties du vendeur, c'est-à-dire que le vendeur, propriétaire de l'entreprise, qu'il cède, il doit garantir à l'acheteur un certain nombre de choses. Et donc ces déclarations, on le voit, les aspects cyber viennent aussi dans ces déclarations. Ça protège l'acquéreur sur un éventuel dommage qu'il viendrait à rencontrer après la cession, mais qui aurait son origine à l'ancienne gestion, donc à la gestion de l'ancien propriétaire. Et donc là, parfois, il y a des appels à garantie qui sont importants. Et donc, c'est aussi pour beaucoup d'acheteurs, ben oui, allez, même si je n'ai pas su tout vérifier correctement parce que je n'ai pas fait appel à un expert cyber, j'ai cette clause de garantie derrière. Donc, si jamais j'avais une attaque dans 2 mois, je pourrais dire, bah oui, ça c'est lié à l'ancienne gestion parce qu'il n'avait rien mis en place, donc je peux récupérer une partie de mon dommage. Mais je pense que ça va se spécialiser de plus en plus. Il faut un peu de temps, mais c'est pas encore bien dans la tête de tous les acheteurs de se dire, à côté de mon juriste, de mon comptable, il me faut un expert cyber, il me faut un expert RSE pour analyser vraiment l'ensemble des risques de l'entreprise que je compte et que j'envisage d'acheter. Par rapport à ce que tu viens de dire, donc ce que j'entends, c'est que on essaie de contractualiser cet assessment de risque qui n'a pas été fait. On essaie de contractualiser le fait qu'a priori, on a pris des mesures adéquates, etc. etc. Alors, au niveau cyber, ça va vraiment être compliqué de faire, entre guillemets, valoir ce type de clause devant on va dire, une cour, un tribunal, parce que pour faire du forensique et établir que la cause, parce que c'est finalement ça qui va amener, c'est que la cause était liée on va dire, au propriétaire précédent, ça ne va pas être quelque chose de simple. Dans tous les cas, et je crois que tu seras d'accord là-dessus, il vaut mieux éviter les tribunaux et il vaut mieux le faire à l'avance d'une manière moins douteuse. On va dire ça comme ça. Par contre, donc j'étais interpellé par le cas que tu as partagé où finalement l'aspect cyber n'avait pas été géré et automatiquement ça donnait lieu à faire refermer un dossier par l'acquéreur. Et tu as dit quelque chose, tu as dit, mais on avait demandé, tiens, combien est-ce qu'il était prêt à décoter finalement la valeur. À ton avis, plutôt que d'aller mettre cette clause on va dire, dans ce contrat de cession sur la cyber, une société qui a priori, on n'a pas fait d'assessment, on ne sait pas si c'est bien ou pas, ou en tout cas on a des doutes. Quelle serait, à ton avis, une décote, et je ne te demande pas de signer en bas d'un contrat, mais à ton avis, avec ton expérience et ton recul, une décote en pourcent de la valeur qui pourrait être liée? Je pense que ça pourrait être important. Bon, les méthodes de valorisation, on n'est pas là pour en parler et pour les exposer, mais il y a plusieurs types de méthodes d'évaluation, mais une des grandes méthodes retenues, notamment par les acquéreurs, c'est la valeur d'un bien. Une entreprise, c'est un bien, c'est la somme de tous les revenus que je peux en retirer tant que je détiens ce bien. Bon. Et pour une entreprise, ces revenus, c'est le cash flow libre, c'est-à-dire c'est le cash flow qu'un actionnaire propriétaire d'une entreprise peut retirer de son entreprise sous différentes formes, un dividende, des frais, un salaire, une rémunération, des frais de confort ou autres, sans en compromettre son fonctionnement parce que on a financé le compte de résultats, le fonds de roulement est financé, les investissements sont financés, donc c'est ce qu'on peut retirer vraiment. Et ce cash flow libre, on va essayer de le prévoir dans les prochaines années en disant, voilà, cette société, si tout se passe correctement,
dans les prochaines années, voilà le cash flow libre qu'elle va générer. Et ce cash flow libre, pour déterminer la valeur, et on en vient au point que tu souhaites aborder, pour déterminer la valeur, on va actualiser ce cash flow libre avec un taux d'actualisation qui tient compte du risque de l'entreprise. Et cet aspect cyber, on pourrait, en disant, voilà, cette société est fragile à toute attaque potentielle, on pourrait effectivement rajouter à ce taux d'actualisation une prime de risque de quelques points. On le fait par exemple si on a une entreprise à vendre et qui a un gros client par exemple qui représente 70% de son chiffre d'affaires, ben on va rajouter une prime de risque spécifique liée à cette dépendance importante à un client. Ben pour la cyber, on pourrait faire de même et donc on aurait un taux d'actualisation de ces cash flow qui serait plus élevé et donc la valeur serait moindre. Je pense que ça pourrait être quelque chose comme 20 à 25% de décote. Euh, si le risque est important, euh, je n'ai plus en tête, tu as parlé d'Asco tout à l'heure, qui effectivement avait une décote, c'était plus de 30%. Alors il y a peut-être d'autres éléments qui jouent aussi, hein, on n'est pas dans les secrets des opérations, donc il y a peut-être d'autres facteurs qui auraient influencé à la baisse. Le Covid est passé par là aussi. Le Covid sûrement, il y a peut-être d'autres choses bien sûr. Qui n'ont pas été partagées, mais c'est clair que si tu augmentes légèrement le taux d'actualisation, ben la valeur fortement elle baisse. Parce que, et c'est le principe, c'est on actualise, alors ça va effrayer des gens, mais on actualise les cash flows futurs à l'infini. Parce qu'on se dit, le propriétaire de l'entreprise, il est là pour une longue durée, il rachète l'entreprise. Alors, bien évidemment, avec ce taux d'actualisation, il est clair que le cash flow 2050, il va peser beaucoup moins dans la valeur aujourd'hui parce qu'il va être décoté d'une façon importante avec le coefficient d'actualisation. Mais on actualise des cash flows d'entreprise autour de 9% pour l'instant. Mais si j'avais une société fort fragilisée en cyber ou en d'autres points, je pourrais prendre du 10-12% d'actualisation et donc ça ferait un impact relativement important sur la valorisation. Mais on n'est pas dans les chiffres dans l'absolu, hein, mais c'est pour avoir parce que ce que je souhaiterais, c'est que les auditeurs comprennent finalement que l'importance de la cyber, c'est finalement d'y investir avant et pas de devoir payer après. Alors que ce soit avant que le risque ne se réalise, parce qu'après ça va coûter beaucoup plus cher et ça tous les rapports sont convergents. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui dans le podcast, c'est de dire finalement il vaut mieux investir avant parce que la valeur, plus 25% de valeur, c'est énorme. C'est vraiment énorme et ce ne sera jamais le coût qu'il aura été investi pour réaliser, on va dire, les mesures de cyber. Hein. Oui, tout à l'heure, si je peux intervenir, tout à l'heure, tu parlais d'effectivement de vendeurs qui augmentent leur EBITDA, donc qui est le cash flow brut d'exploitation d'une entreprise, qui l'augmente les quelques années avant de vendre pour vendre au meilleur prix. C'est clair que c'est la tentation de beaucoup de vendeurs. Maintenant, l'acquéreur, il va analyser sur un historique de quelques années les comptes de résultats de l'entreprise et il va regarder aussi si l'entreprise, est-ce qu'elle a continué à investir ou est-ce que le gars dit on stoppe tout pour essayer de maximiser mon EBITDA et de vendre à un bon prix, mais alors j'ai un retard de 3-4 ans derrière. Donc, ils vont regarder. Donc, si vous avez fait des dépenses de formation, des dépenses ou autres pour la cyber et que ça a plombé ou pénalisé votre EBITDA, il faudra l'expliquer à l'acquéreur et en fait, ce ne sera pas vu négativement. Ce sera un investissement comme un autre qui pérennise l'entreprise. Donc, le faire avant, préparer et investir là-dedans, c'est quelque chose qui sera bénéfique dans votre processus de vente, même si le processus est dans 3 ou 5 ans. Il faut y penser dès maintenant. Et ça, parce que, vous savez, un acquéreur qui regarde un historique de bilan et de compte de résultats et qui voit un EBITDA de 300 000 euros et puis les 2 dernières années, il monte à 350, 380, il se dit, tiens, on prépare la variée, là, on est en train de bien la préparer pour me la vendre. Et donc, il va regarder ce qu'il y a derrière l'EBITDA, il va regarder la composition de cet EBITDA. Et donc, on ne sait pas se cacher. Dans un processus de cession, un jour ou l'autre, l'acquéreur, vous êtes tout nu devant lui et donc vous ne pouvez rien cacher. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, tiens, je ne vais pas investir là-dedans parce que ça va pénaliser mon EBITDA. Non, sachez que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour l'entreprise. Continuez à investir en cyber, en investissement
réels, machines, matériel et autres, pour avoir une entreprise qui est bien positionnée et dont les risques ont été limités au maximum. Ouais. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, j'avais deux autres points auxquels j'aurais souhaité un peu tes éclairages. Le premier est plutôt lié au risque géopolitique outre-Atlantique aujourd'hui, hein. Et donc, encore de l'annonce, je crois, ce matin de Microsoft qui dit on va vous apporter un cloud Un cloud souverain européen. européen. Voilà. Euh, donc, la question est plutôt la suivante. Imaginons une société qui a de l'IP, donc de la propriété intellectuelle, et que celle-ci est stockée dans le cloud, qui sont américains, pour ainsi dire, hein, majoritairement, que ce soit AWS ou Microsoft. Est-ce que ça engendre un risque de décote, oui ou non, à ton avis? Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'on va aller aussi loin que ça? C'est ça ma question, Non, je dans la pense pas. partie diligence? Non. Non, non, OK. Mais c'est important parce que non. les gens commencent à extrapoler un tas de choses et je voudrais juste qu'ils en prennent bien la mesure, tu vois. Deuxième question qui est aussi liée à la problématique, on va dire, qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde du digital, c'est que tu as des sociétés qui développent du software, hein, qui veulent être transmises, qui veulent être vendues. Et donc, la problématique du software qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une croissance exponentielle des vulnérabilités sur tous les logiciels. Et donc, forcément, si une société développe des logiciels, c'est sûr qu'elle a des vulnérabilités à l'intérieur de ses solutions. Entre guillemets, est-ce que le fait d'être dans ce secteur, hein, dans ce secteur software développement, et peut-être de solutions qui seront vendues dans le cadre de NIS 2 de la supply chain, est-ce que ça va amener une sorte de décote à ton avis ou pas? Mais c'est-à-dire quand on a des sessions d'entreprise dans des secteurs comme ça, un peu technologiques et un peu software ou new tech, il est clair que les méthodes de valorisation sont différentes que si tu vends une imprimerie, une société de transport, une activité entre guillemets ancienne et de l'ancienne économie. Euh, alors il est clair que dans ces sociétés high-tech, IT et autres, les acquéreurs sont demandeurs et donc les prix ont tendance à monter. Donc quand on regarde les multiples qui sont payés, ils sont plus intéressants dans ces secteurs-là que dans les secteurs traditionnels un peu plus vieillissants ou un peu moins, moins porteurs pour le moment. Euh, mais effectivement, les taux d'actualisation et donc la prime de risque de ces sociétés est plus importante aussi. Donc on tient compte de ces risques quand même dans la valorisation. Je veux dire, j'actualiserai les cash flows d'une entreprise dans l'agroalimentaire je sais pas, qui fait de la moutarde ou qui fait un produit agroalimentaire. Je l'actualiserai à un taux nettement plus bas qu'une entreprise IT qui développe des logiciels. Ça a un niveau de risque plus élevé. Alors il y a un potentiel, bien évidemment, de rentabilité qui est nettement supérieur et une croissance certaine qui est plus importante. Mais le, le risque, la prime de risque liée à ces cash flows est plus importante. Euh, Ça, on en tient compte, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Et alors, dans ces sociétés software et autres, bien souvent dans la négociation, l'acquéreur est quelqu'un du secteur, est une société du secteur. Donc, ils ont une connaissance du business, une connaissance de ce secteur-là particulier. Et donc, euh, ils vont, ils vont vite apprécier les failles éventuelles du logiciel de la société, parce qu'ils sont pas, c'est pas comme si un particulier veut reprendre une PME dans la région de Liège parce que il a quitté un grand groupe et il a reçu 500 000 euros de tickets de sortie, qui dit tiens, je prendrais bien une PME de 2 millions d'euros. Alors je suis pas ingénieur, je prends une société qui a une activité que je puisse comprendre. Lui, il va pas s'intéresser à une boîte de logiciels pointue comme ça parce qu'il n'aura pas les skills euh, pour en apprécier d'abord le potentiel et le risque. Et puis pour développer ce business-là, c'est pas du tout son métier. Donc on a plutôt des acquéreurs qu'on appelle nous stratégiques, c'est-à-dire des acquéreurs du secteur
qui connaissent le business et qui sont donc affûtés, entre guillemets, sur ces aspects risques et éléments qui peuvent potentiellement poser problème. Ils sont bien armés pour analyser ça. Donc, ça a une influence sur la prime de risque, oui. Ok. Bah, écoute, Tanguy, je te remercie. Si je devais finalement résumer nos échanges, je dirais la chose suivante. La valorisation d'une entreprise dans le cadre d'une cession, peu importe sous quelle forme, passe par une forme de logique. Et dans cette logique, il y a une sorte d'analyse de risque dans laquelle, d'une manière ou d'une autre, soit en voulant l'externaliser, en la contractualisant, soit en faisant une analyse un peu plus poussée, les aspects cyber sont intégrés. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est arrivé depuis 4-5 ans, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans une analyse profonde et détaillée avec des experts, mais c'est quelque chose qui est dans le mouvement ça viendra, et oui. qui va arriver. Et si je peux résumer aussi, finalement, ton conseil va investir avec du bon sens. Parce que la valorisation ira dans le même sens que si on a investi avec du bon sens et pas essayer comme tu disais, d'habiller la mariée, parce que tôt ou tard, ça se verra et que finalement, ce sera préjudiciable à la valeur de la société. En tout cas, toutes ces bonnes pratiques et ces échanges, j'espère, permettront à nos auditeurs de mieux comprendre comment la cyber et les cyber risks sont gérés dans ces opérations de cession, que ce soit de fusion d'acquisition, M&A ou autre. Et en tout cas, je tenais à te remercier et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous.